Alors moi, en fait, ce que je vais essayer de faire avec vous ce soir, c'est de proposer en fait une réorientation du féminisme. Je m'explique. Le féminisme tel qu'on le connaît actuellement et tel qu'il a été développé dans les décennies précédentes a mis le paquet en fait sur l'égalité. Et l'égalité en fait c'est une notion qui nous parle pas, donc pas parce qu'on est des gros machos, je pense que vous commencez à le comprendre. On n'a pas envie de remettre la femme que au fourneau ou tout ça. En fait nous ce qu'on remarque, c'est que quand on parle d'égalité, il y a des notions qui sautent. Des notions comme la complémentarité, comme l'altérité, et des notions voilà, qui permettent en fait de L'équité? l'équité, l'harmonie, des notions qui sautent à cause de l'égalité. Je m'explique. Si vous comment dirais-je, quand on parle de... par où il faudrait partir? Parce que c'est vrai que je marche un petit peu sur des œufs, hein. Là, je vais aborder des raisonnements en fait qui vont en faire bondir certains au plafond. Donc, surtout, restez bien jusqu'au bout avant de traiter tout le monde de nazi. Vous allez voir que c'est pas du tout vers là que je veux aller. Bah, j'espère bien parce que sinon ma chaîne va sauter, hein. Non, 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 de toute manière, c'est pas du tout nos opinions. Bien au contraire. En fait, ce que je veux expliquer, c'est voilà pourquoi l'égalité comme base du féminisme ne marche pas et pourquoi nous orienter vers la complémentarité, l'altérité et pourquoi le spirituel est capital, la restauration du spirituel et du sacré est capitale dans cette réorientation en fait du féminisme et d'autres thématiques pour voilà pouvoir restaurer une société dans laquelle ça marche parce qu'on voit effectivement de plus en plus aujourd'hui de femmes en fait qui se détournent du féminisme, qui les écoutent même plus, parce qu'on est dans une inadéquation entre la vision féministe et la réalité des femmes en France et dans le monde. Euh, je vais vous parler d'une analyse, d'une étude en fait que j'ai lue sur le féminisme qui m'a complètement retourné le cerveau et qui a complètement changé la vision que j'avais en fait de la relation entre l'homme et la femme. Et donc voilà, ça fait vraiment sauter un verrou idéologique que j'avais dans la tête. Et maintenant, quand j'entends des choses à la radio, à la télé, je pense complètement en fait différemment. Et je vous assure que c'est une vision en fait qui permet d'aller beaucoup plus loin dans l'efficacité, dans la prospérité en fait de la société. En fait, c'est une analyse qui part de social-darwinisme, c'est-à-dire que le social-darwinisme, en fait, c'est l'utilisation donc de certaines hypothèses émises par Darwin concernant le comportement humain à une échelle sociale. Dans ce cas-là, en fait, il est question d'un principe qu'on appelle l'anisogamie. Donc, étymologiquement, ça veut dire un comportement différent de l'homme et de la femme en fonction des gamètes qu'ils produisent. C'est-à-dire que la femme ayant une ovulation et portant l'enfant à l'intérieur de son propre corps peut donner vie à, on va dire, voilà, un enfant par an, alors qu'un homme, lui, va pouvoir, en fait, en multipliant les conquêtes sexuelles, donner vie à, bah, on va dire, j'en sais rien, moi, 365 enfants par an. Donc on est dans déjà dès le départ en fait, dès le départ biologiquement, on est dans une conception différenciée de l'homme et de la femme. En fait, cette anisogamie part principalement des hormones. Des hormones donc, qui vont être la testostérone pour l'homme et puis des œstrogènes pour les femmes. Et en fait, c'est dans le développement d'un être humain, ces hormones vont donner chez l'homme donc en moyenne une taille plus grande, vont donner aussi une force plus grande, vont donner aussi une propension à la violence plus grande, et vont aussi donner des performances intellectuelles plus grandes. C'est là en fait où je vois les gens directement sauter au plafond, mais il faut aussi savoir que inversement, cette testostérone va aussi produire des développements plus importants dans la débilité, si vous voulez, pour être vulgaire, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, on va assister à une courbe en cloche qu'on va appeler une fonction gaussienne.
qui va être en fait une courbe équivalente pour l'homme et pour la femme, mais qui va être sensiblement différente au niveau du coefficient. C'est-à-dire que vous preniez le QI, que vous preniez la stature, que vous preniez la violence, en fait, on va avoir une courbe qui va être parallèle au niveau de l'homme et de la femme. Ça veut dire que, j'essaie de pas m'embrouiller, hein, parce que vous voyez bien qu'on marche sur des œufs dans un magasin de porcelaine, et qu'il s'agit vraiment pas de dire n'importe quoi. Donc je vous prie de m'excuser si je prends un peu de temps pour rassembler mes esprits et formuler des idées claires. En fait, ce qui va se passer, c'est que dans la moyenne, la femme va être plus intelligente que l'homme. Par contre, quand on va passer dans les extrémités, que ce soit dans des QI très élevés ou dans des QI très bas, en fait, les hommes vont être plus nombreux que les femmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc n'hésitez pas à dire dans le chat, hein, si vous suivez mon raisonnement. Farida, vous me tenez au courant. Je Continue ton continue, hein. raisonnement, vas-y. Et donc, T'es sur la route, vas-y, ouais, avance. je suis sur la route. Et donc du coup, en fait, ce qu'on s'aperçoit avec ces développements-là, c'est qu'il y a vraiment une différence entre l'homme et la femme au niveau comportemental. Il n'y a pas d'égalité, si vous voulez. Par contre, il y a un équilibre qui se crée. C'est-à-dire que il y a 93%, je crois, d'hommes dans les prisons. C'est pas pour autant que dans des perspectives d'égalité, on va relâcher les trois quarts des assassins, si vous voulez, dans la rue, pour qu'il y ait une parité homme-femme dans les prisons. Vous voyez ce que je veux dire? Or, c'est une revendication des féministes dans le cadre, par exemple, des prix Nobel. C'est-à-dire que dans les prix Nobel, donc, qui effectivement relèvent vraiment du génie intellectuel, on va avoir, par l'étude de cette anisogamie, une explication de pourquoi, en fait, il y a 97% des prix Nobel qui sont rétribués à des hommes et pas à des femmes. Et c'est pareil, c'est pas en allant brûler les travaux de la moitié des prix Nobel que vous allez forcément avoir un équilibre qui va se créer. Vous comprenez? Et par contre, effectivement, dans les moyennes, on s'aperçoit que, par exemple, les femmes ont de meilleurs résultats au bac. Par exemple, je sais pas, au niveau des mentions assez bien, on va avoir plus de femmes que d'hommes qui vont avoir des mentions assez bien. Par contre, dans les gens qui n'ont pas leur bac, il y aura plus de garçons. Dans les gens qui auront une mention très bien, il y aura plus de garçons aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça en fait que nous on parle de complémentarité, d'altérité, d'équilibre et d'harmonie et pas d'égalité si vous voulez. Parce que l'égalité en fait va complètement fausser les résultats et va de surcroît aboutir à une situation dans laquelle la femme sera fragilisée. Je sais pas où est-ce que je peux continuer du coup dans mon raisonnement, mais en tout cas voilà, on le voit par exemple dans les viols, parce que je vous ai parlé de la violence par exemple. À force en fait de casser les relations complémentaires, les notions de galanterie, de protection de la femme par l'homme, on aboutit en fait à une situation de barbarie dans la société où les viols sont en constante progression. On était au début du quinquennat Hollande à 200 viols par jour en moyenne. On est aujourd'hui à 260 à peu près, et encore on peut douter des chiffres parce que la plupart des plaintes maintenant sont transformées en main courante, et les mains courantes en rien du tout. Et par ailleurs, les femmes en fait, voyant que ces plaintes ne sont pas suivies, ne vont même plus porter plainte en fait dans des cas de viol. Donc on arrive à quelque chose de désastreux, d'absolument désastreux. Et c'est quelque chose à laquelle nous on est très sensible, et c'est pour ça qu'on essaie de voir un petit peu d'où vient le problème et voir si on peut pas refonder en fait le travail en fait des relations hommes-femmes sur des relations qui là soient vraiment stables. Il faut savoir que ces réflexions dont je vous ai parlé, hein, sur l'anisogamie ont été portées à la connaissance de bon nombre de féministes, donc on n'en parle jamais à la télé, hein, mais ça a été le cas. Et beaucoup en fait ont effectivement pris conscience que la perspective de l'égalité comme base des travaux sur les relations hommes-femmes n'était pas bonne, et effectivement ont quitté ces mouvements féministes et se tournent vers une recherche dans des formes plus traditionnelles, plus complémentaires, plus altruistes. Et en revanche, il y a des féministes qui, prenant conscience de ça, se radicalisent dans le mauvais sens du terme et vont aller jusqu'à proposer qu'on injecte dès l'embryogenèse des perturbateurs endocriniens dans les embryons, de manière à ce que le
développement hormonal de l'enfant à naître soit complètement bousillé et qu'on ait un être indifférencié qui naisse, de manière à ce que justement ces différences liées au développement hormonal ne s'expriment pas par la suite dans la société. Vous comprenez le niveau de violence et de destruction de la nature que ça peut emmener, quoi. Donc c'est vraiment ça en fait dont je voulais parler. Et donc ce que je voulais dire également, c'était la nécessité de rétablir en fait une perspective spirituelle. Parce que si vous voulez, si vous regardez dans le christianisme, et c'est la même chose en islam d'après ce que m'a dit Farida, l'accès à la sainteté est le même pour l'homme et la femme, si vous voulez. Il y a de l'équité là-dedans. Il y a de l'équité. Par contre, si vous regardez au Panthéon, on a 4 femmes pour 72 ou 76 hommes, j'ai oublié le chiffre. Mais on retrouve également dans le Panthéon cette proportion dont je vous parlais en fait dans la misogynie. Les champions de la parité sont sexistes. C'est exactement on va reprendre ça. leurs termes. Mais on va leur renvoyer. Ouais, mais c'est le cas parce qu'ils considèrent tout en fait sur le plan matérialiste et qu'il y a une absence en fait du spirituel. Alors que si vous regardez, on parle pas seulement du christianisme et de l'islam, hein, nous on regarde beaucoup plus loin, mais vous regardez le yin-yang par exemple, c'est un symbole du masculin et du féminin. Et ce symbole n'est pas un cercle avec une limitation droite, mais est un cercle en fait qui fait voilà, imbriquer l'un dans l'autre, avec en plus du blanc dans le noir et du noir dans le blanc, ce qui fait que voilà, il y a un peu de chaque dans chacun, et c'est pour ça qu'on peut voilà, pas dire tel homme doit faire comme ça, telle femme doit faire comme ça, mais on doit voilà, chercher vraiment une relation harmonieuse qui va se produire en fait naturellement. Voilà. Donc par rapport à ça, je pense que mon raisonnement a été assez bien développé, je l'espère, hein, dites-le moi. Est-ce que... Moi, j'ai trouvé ça clair. Ouais, dans le chat, les gens Oui, comprennent. oui. Ouais. Donc je vous remercie en tout cas d'avoir suivi jusque-là, parce que quelqu'un qui s'arrête en plein milieu, vous comprendrez, va vouloir me balancer par la fenêtre. Mais effectivement, nous, c'est un petit peu la vision qu'on défend, c'est-à-dire une altérité, une complémentarité et des notions dont on vient de parler. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus En conclusion, que l'égalité est un bulldozer chargé de détruire la relation homme-femme. C'est ça, c'est-à-dire que quand on parle d'égalité homme-femme, en fait, on les oppose comme deux aimants qui se repoussent, si vous voulez, alors qu'en fait, on les met dos à dos, alors qu'en fait, ils sont faits pour, voilà, pour s'imbriquer, pour vivre ensemble, et puis, enfin voilà, quoi, ça se voit, je pense que n'importe qui a une relation amoureuse n'a pas mis une barrière en disant, voilà, on est égaux, on fait exactement la même chose, voilà. Tu voulais aussi parler du poisson qui pourrit par la tête. C'est-à-dire que tu disais tout à l'heure quand on préparait le live que l'homme portait quand même une responsabilité dans le développement du féminisme. Oui, absolument, absolument. Donc ça, c'est quelque chose en fait qu'il faut mentionner, parce que quand on parle justement de restauration de l'ordre traditionnel, on va tout de suite nous traiter de réac, de vouloir retourner en arrière et ce genre de choses. Sauf que c'est pas ce qu'on veut faire en réalité. C'est simplement s'inspirer dans les sociétés traditionnelles qui nous ont précédés de ceux qui fondaient en fait un ordre qui tenait debout, et l'actualiser en fait dans la situation actuelle de manière à pouvoir regarder vers l'avenir en prenant des directions cohérentes et qui nous emmènent pas droit dans le mur, vers la guerre civile, vers l'indifférenciation, vers le retour de l'esclavage, vers tout ça. Et donc, par exemple, je sais pas, on peut parler de la Révolution française, dans un sens, elle était peut-être justifiée parce qu'on était arrivé à un stade où il y avait une superposition de couches sociales, de strates qui était très complexe, avec des abus un petit peu dans tous les sens, hein. On a tous en tête l'image de l'évêque Grassouillet qui avait des chaînes en or, des choses comme ça, qui abusait clairement de son pouvoir. Donc on comprend qu'il y a eu un énorme sentiment d'injustice qui est parfaitement légitime. Après, la question qu'on peut poser, c'est est-ce que ça valait le coup d'aller décapiter la clé de voûte de la société qui était le roi, ce qui a tout foutu par terre et abouti à un génocide qui a tué des centaines de milliers de Français. C'est pareil pour le féminisme, si vous voulez. Il y a dans ce qu'on appelle la société patriarcale des abus qui ont été commis. C'est-à-dire que on était dans une société
société où l'homme était prépondérant dans le sens où il était le protecteur de la famille, où il était la tête dirigeante qui devait se sacrifier, on est arrivé à un moment de dysfonctionnement où il a cessé de se sacrifier et où il a abusé en fait de son statut Où il a voulu être de servi, dirigeant. pardon, excuse-moi. Ouais, je Où vous en il a prie. voulu être servi comme pharaon. C'est ça. Alors qu'en fait, la notion enfin voilà, un chef est fait pour servir et non pour être servi. C'est le Christ qui lave les pieds de ses apôtres, si vous voulez. C'est la perception, en tout cas, de la civilisation chrétienne et je pense de toutes les autres civilisations qui ont tenu debout un peu plus de 200 ans. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça? Parce que j'ai oublié la notion que j'étais en train de développer. En fait, Que le sur la féminisme mémoire. est donc certainement Oui, oui. une mauvaise réponse à une bonne question. C'est ça. Pour vous donner un exemple, la meilleure des mères du monde, qui est la mienne, en fait, m'a parlé d'une situation qu'elle a vécue étant jeune mariée, où elle était avec voilà, les autres femmes en train d'étendre le linge, pendant que les messieurs étaient en train voilà, de siroter des verres de whisky dans la cave entre hommes, quoi. Donc forcément, quand on voit ça, c'est absolument normal qu'on ait Tu un voudrais que les sentiment. hommes fassent le ménage? Bah, pas nécessairement, mais je sais pas, s'il pouvait aller couper du bois pendant ce temps-là, elle se sentirait peut-être un peu plus reconnue, quoi. Ça veut dire que voilà, toi tu fais quelque chose, moi je vais faire autre chose. Après, effectivement, je vous ai parlé du yin et du yang avec un peu de chaque dans un peu de chaque, donc on arrive forcément à une situation où les rôles peuvent voilà, couler l'un dans l'autre, mais dans l'ensemble. Moi, j'ai une mère en fait qui a été mère au foyer toute sa vie. Je me souviens que quand j'allais à l'école, on me demandait qu'est-ce que fait ta mère. Je disais elle est mère au foyer, c'est son travail. Et on disait mais non, mais elle travaille pas si elle est mère au foyer. Moi, je disais ça à ma mère. Elle me disait mais c'est qui? C'est n'importe quoi quoi. Enfin, mère au foyer, c'est une vocation, c'est le travail de toute une vie, c'est un sacrifice immense qu'elle a fait à ses enfants et qui a permis de faire voilà des grands gars comme nous, beaux gosses et bien gaillards et qui peuvent affronter la vie efficacement quoi. Il y a un mépris absolument fabriqué par la société moderne. J'allais dire la société mauvaise, t'as vu? Ah ouais, bon, La on se société comprend. moderne. Il y a un mépris souverain à l'égard de la société moderne pour tout ce qui concerne l'existence de la maman à la maison. Et en fait, c'est très clair, hein, ce mépris, il a un objectif. C'est ça. C'est voler les enfants. Voler les enfants. On en a parlé, j'ai cité tout à l'heure Rockefeller, et bon, on pense qu'il est peut-être un petit peu dans la combine du nouvel ordre mondial, hein, ça on peut le soupçonner assez facilement. Et donc voilà, donc effectivement, de même qu'il y a eu dans toutes les révolutions en fait sont basées sur des abus légitimes, mais ce sont des réponses mauvaises à des questions légitimes. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est pouvoir apporter des grilles de lecture, des orientations qui vont permettre en fait d'apporter des réponses justes, pérennes et prospères à ces questions qui effectivement sont légitimes et de pouvoir voilà réorienter les choses autrement que par la liberté, l'égalité et pourquoi pas la fraternité maçonnique, tant qu'on y est quoi. Autre chose à dire, Farida? Moi, je pense qu'on a atteint le terme de cette émission en direct. On a vu que vous avez beaucoup participé sur le chat. Euh, On n'a pas eu de questions. Est-ce qu'il y a eu des questions peut-être Non, sur mon j'ai pas propos, vu de questions. sur le vôtre avant? Non, Non? non, je regardais le chat pendant que tu parlais. J'ai pas vu de questions particulières. Est-ce que vous en avez avant que nous nous retirions? Il peut y avoir des objections aussi, hein. On accepte bien sûr toutes les objections que vous pourrez formuler. On a un délai de 30 secondes, c'est pour ça qu'on attend un peu silencieusement de lire les résultats sur le chat. Voilà, alors en attendant que vous nous répondiez ou nous posiez quelques questions, je vous redis ce que Guillaume vous demandait tout à l'heure, ça lui fera très plaisir. C'est que tous vos commentaires n'apparaissant pas sous la vidéo à l'occasion de vos interventions sur le chat, que vous soyez assez disponible pour faire vos commentaires sous la vidéo une fois qu'elle est publiée. Ça nous permettra justement de montrer aux autres que nous sommes nombreux et que nous sommes nous aussi dans notre diversité. Exactement. Hein? Je tiens à rajouter justement, si vous pouvez, si vous le souhaitez, en tout cas mentionner dans les commentaires ce que vous pensez de l'idée qu'on a formulée de la nécessité absolue de restaurer la France chrétienne dans sa fidélité au baptême.
Si des musulmans justement adhèrent à cette vision, on leur serait vraiment reconnaissant de le formuler dans les commentaires parce que voilà, j'ai beau parler avec Farida, je sais que beaucoup de catholiques, notamment dans les mouvances identitaires, auront du mal à croire que c'est une situation, une position en tout cas très largement suivie Et parmi partager. et partagée parmi les musulmans. L'idée, c'est pas de, on veut pas montrer qu'on n'est que deux à penser ça, si vous voulez, et qu'il y a que trois musulmans dans le pays qui le pensent, quoi. Si on peut avoir effectivement ce que j'ai remarqué en parlant avec énormément de musulmans, c'est que tous ceux en fait avec qui j'en ai parlé étaient d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté d'islamisation de la France, de guerre civile, sauf dans des mouvances extrêmement extrémistes, on peut dire, et Et ultra minoritaire. ce qu'on cherche à montrer aussi hein, lors de cette route de la fidélité, c'est que il y a énormément de musulmans en fait qui adhèrent à cette vision-là, parce que bon, j'imagine que des chrétiens qui sont pour la restauration d'une France chrétienne, techniquement ça tient la route. Les musulmans, c'est vrai qu'on s'y attend un peu moins, mais on s'aperçoit que c'est vraiment le cas. Et puis des laïcs, des athées, des agnostiques, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que ça vous paraît cohérent au regard de tout ce qu'on vous raconte justement sur la spiritualité, sur l'harmonie, sur l'ordre traditionnel? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous paraît cohérent? Est-ce que c'est des pistes à suivre? Voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Voilà, oui, je suis musulmane et oui pour une France chrétienne. Oui à la France chrétienne à 100% de la part d'une autre musulmane qui s'appelle Sabrina, évidemment, parce que nous préférons, nous les musulmans, nous retrouver dans une société qui a une religion, qui a sa loi naturelle de préserver et qui nous accordera un statut de religion minoritaire, respectable, même si minoritaire, et respecté, alors que évidemment dans la République des vaccins, on est traité comme tout le monde, c'est-à-dire comme du rien. Et c'est ça. C'est-à-dire que la laïcité, en fait, en mettant toutes les religions à égalité dans l'espace public, en fait, a plutôt tendance à toutes les annuler et à les effacer, en laissant place à celles, en fait, qui sont, on va dire, occultes, et qui, en fait, sont les véritables religions officielles du pays, si vous voulez. Voilà. Merci. Merci Guillaume, merci Romane, viens t'asseoir à côté de nous. Viens voir, Romane. Pas de publicité pour la bouteille d'eau. Ah. Viens ici, voilà. Celle-ci, elle a peut-être pas de pesticides, ceci dit. Peut-être. Alors, à demain, 21h30 pour le live avec Maria Poumier qui portera le titre de son livre, Marchandiser la vie humaine, et qui répondra à la question de savoir si l'homme est un produit de consommation courante.